Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition TV Images 48. Une édition où il sera question de bouquets, de charbon, de paroles et d'écriture. Rien que des passions. Bref, une édition à regarder bien au chaud, chez soi, loin des virus. Avec de simples outils, un peu d'imagination, on peut réaliser de jolies compositions florales. Vous ne savez pas? Il suffit de demander. Bon, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la bouteille présentation avec de la prêle et le rose. Alors, on prépare du scotch double face, qui fait 5 cm, on divise en deux. Voilà. On divise en deux. Vous prenez deux élastiques, un que vous allez placer au-dessus du premier scotch, voilà, et le second au-dessus du second scotch. On va utiliser les boîtes de prêle. Vous les couper à peu près cette dimension-là, c'est ça. On les met là. Ensuite, vous prenez un gabarit, celui-ci à peu près. Attention de doigt. Voilà. Maintenant, vous prenez votre bouteille dans laquelle vous aurez mis le pain de mousse. Pour mettre le pain de mousse en biseaute. Les angles. Et on essaye de le rentrer dans la bouteille. Après, on prend le prêle. On écarte le premier élastique du haut. On fait passer la prêle. Et on fait pareil avec le deuxième élastique du bas. Et on fait ça avec toutes les prêles, c'est-à-dire qu'on va monter chaque prêle, l'une à côté de l'autre, tout simplement. Alors, il faut quand même en avoir assez pour justement avoir ce qu'il faut au niveau de la hauteur. Après, je vais prendre le pain d'anus. Le pain d'anus, on va le couper, raccourcir un petit peu du bas. Donc ensuite, tu vas trouver un endroit, tu vas glisser pareil, comme la prêle, le même système, derrière l'élastique. Maintenant, avec le fil bonsaï, on va faire une première longueur pour en bas. Alors déjà, ce qu'on fait pour mesurer un tout petit peu, on fait à peu près la distance, quantité. Tout ça d'abord. Faire la première boucle et après avec ta main tu tournes, voilà, après avec ta main tu prends ça, voilà, tu viens l'installer. Alors tu vas redéfaire un peu ton fil bonsaï parce que des fois c'est un peu serré et tu fais une boucle. Tu prends ton fil bonsaï et avant de serrer tu prends ton pain d'anus que tu redescends et tu le fermes. Et on fait comme un petit ressort. Voilà. La spirale part d'un côté et le ressort de l'autre, soit en vertical, soit en horizontal. Comme là. Là, normalement, on est presque prêt pour installer les fleurs. Maintenant, on a mis la mousse dans la bouteille, il faut qu'on pique les roses. On prend chacun 3 roses. Tu vois un endroit, des fois, il peut y avoir un petit peu de place pour installer une fleur. Et tu la piques. Après, la disposition des fleurs, c'est un choix libre à chacun. Ensuite, on se sert des petites spirales qu'on a installées pour faire le tuteur. L'atelier il est proposé une fois par mois au foyer rural de Florac. Le but c'est d'apprendre aux personnes à travailler tout ce qui est végétaux. C'est la même technique que chez les fleuristes, comme une formation de fleuriste. Ils sont plusieurs, animés par la même passion. Ils se retrouvent le premier mercredi de chaque mois. Quand ils se retrouvent, ils commencent par chanter, ils parlent beaucoup, ensuite ils boivent un coup et ils terminent en chantant.
Voyons de quoi il s'agit. De agulhu, de mori a Florac e aiu embello de fare biure aquello lengo regionale che è l'occitan e che si parla un po' dappertutto ici. E dunque abbiamo fatto entre amici, d'amorosi della lingua, di incontrados che abbiamo suonato il caffè Oc. Si fa il cada mese, il primo di mercoledì del mese, dins un caffè e poi andando un caffè a un altro e si a tutti, los belli, los piccios e tutto ciò. Si parla, si canta, si lesi, si fa un po' di tutto per le plaisir della lingua. Voilà, on a mis en place avec quelques amis ce café occitan qui a commencé maintenant depuis 2 ou 3 ans. Il se déroule à Florac et dans les cafés du bassin de Florac et parfois plus loin. Et c'est une fois par mois, le premier mercredi du mois, à partir de 5 heures, et ça dure à peu près 1 heure ou le temps qu'on veut. Alors on fait vivre la langue, on rencontre les gens. Loufiol. Un jour d'hiver, Loufiol s'est bouté dans une bosse. Une paroisselle. Aura l'idée fraîche s'arrête d'un brasier. En fait, l'idée m'est venue que puisqu'il y avait des cafés occitans à Florac, puisqu'il y avait un petit atelier occitan à Sainte-Cécile, eh bien, ça serait bien de rassembler dans les 2 vallées, la vallée Longue et la vallée Mimente, les gens par la langue. J'en ai parlé à André, je lui ai demandé si elle serait d'accord pour venir à Saint-Privat. Elle a dit oui. Du coup, on a contacté Marinette Mazoyer et on a lancé des petites annonces par l'office de tourisme, par la presse. Et à notre grande surprise, nous sommes 24 à pratiquer l'occitan à Saint-Privat-de-Vallongue et aujourd'hui nous sommes venus à l'invitation d'André à Florac pour son café occitan. Le Cosméjean, vrai lieu de mystère et de légende. Chani nous emmène à Yelzas à la rencontre d'un écrivain inspiré à fond par le Méjean. Dites-moi pourquoi vous écrivez sur le Cosméjean. C'est facile à comprendre, pour la bonne raison que je suis né ici. Je n'ai pas vécu, mais maintenant j'y suis depuis bientôt 30 ans et j'ai repris beaucoup de fonctions sur le COS. Vous avez écrit combien d'ouvrages? C'est varié. Des livres, j'en ai écrit actuellement, je suis à mon 16e, le 17e qui est en cours. Sinon, avec les poèmes, j'en suis à 22. Genre, j'ai fait un livre qui est mon best-seller, si vous voulez. Il m'a pris 7 ans de travail. Tous les bienheureux et saints du XXe siècle. Alors, j'ai fait des recherches pour tout. Et de ces livres sont partis en Amérique et en Guadeloupe. Et qui est le Fabre? Le Fabre, dans mon livre, c'est son nom. Mais normalement, c'est un mot patois qui veut dire Marshal Ferrand, c'est-à-dire forgeron, ou Fabre. Ça s'appelait comme ça. France 2 était intéressé par ce livre, à condition que je fasse le scénario. Oui. Faites-nous un petit résumé de l'histoire. La Fabre du Cosméjean était forgeron à la Parade et il vivait en famille, il était célibataire. Et ces tournées, il les faisait en plus autour du secteur du Cos. Il allait faire ces tournées 1 fois ou 2 fois par an. Et il ferrait les bœufs, les villages, tout ça. Et il travaillait ici à la Parade, proprement dit. Et puis pendant ce temps, il y a eu un vol à Florac. Un gars qui était recherché, qui était natif de la Parade. Mais ça, c'est du cinéma après. C'est plus de l'amour, c'est du polar, c'est tout. Le livre, il est très... Mais il faut le lire. Monsieur Pralon, vous allez avoir bientôt 78 ans. Oui. Et vous comptez écrire encore combien d'ouvrages? Je ne peux pas le dire, mais que je ne sais pas. Qu'est-ce que ça me prêtera la vie. Mais actuellement, je vais en finir un que j'appelle, je peux vous donner son nom, il s'appelle Eugénie.
Est-ce que c'est un roman d'amour, un roman policier ou un roman d'aventure? Au départ, c'est un roman d'amour. Après, ça c'est pas un roman d'aventure, non. Mais après, ça s'est transformé en roman un policier, parce qu'il y a eu un meurtre. Et puis les chansons, c'est pareil. Les chansons que j'ai créées sont sur le Cosméjan. Région du Grand Gévaudan, blottie au sud du département, un immense plateau calcaire semble dormir au-dessus des falaises. Il est un coin de France où le bonheur fleurit, un coin dans le silence a rajeuni Paris. Si vous avez la chance de voir ce pays, n'oubliez pas ce coin charmant qu'est le Cosméjan. On viendra vous revoir quand vos prochains ouvrages paraîtront. Je sais pas, l'année prochaine. Merci. Merci à vous. Il y a des vocations qui sont le fruit de rencontres et de découvertes. Je vous emmène sur les hauteurs de Bar-des-Cévennes à la rencontre d'un garçon qui aime le feu et le fer. Il est devenu thaïlandier et c'est tranchant. Regardons plutôt. Alors j'ai commencé il y a 2 ans, jour pour jour quasiment. Donc j'étais en voyage au Vietnam et j'ai rencontré un forgeron exceptionnel d'ailleurs. Et de fil en aiguille, je lui ai proposé en fait de m'apprendre et il a fini par accepter. Et c'était parti pour 1 mois et puis finalement je suis resté 5 mois. Donc j'ai appris à forger au Vietnam pendant 5 mois et je suis revenu ici l'année dernière et j'ai commencé à installer mon propre atelier et puis à forger mes propres outils, etc. Mais en gardant cette tradition, cette passion et cette tradition que lui m'avait inculquée. Voilà. Je suis plus dans la taillanderie, la forge de manière générale. Pas la ferronnerie par contre, ça c'est autre chose encore. Mais je fais beaucoup d'outils en fait. Voilà, en fait là on voit comment on affine l'acier au niveau du manche pour pouvoir le rouler ensuite. Donc cette base là qui fait 2 cm d'épaisseur nous servira pour la lame. Donc c'est à dire que concrètement on va encore l'étirer. On ne fera pas une lame qui fait 2 cm d'épaisseur. Mais bon, on va faire quelque chose qui fait 1 cm ou moins ou plus selon nos envies en fait. La partie triangulaire, c'est-à-dire celle qu'on est en train de travailler, on va la rouler en manche. Et la grande partie rectangulaire sera la future lame. Sachant que cette future lame, on peut l'étirer comme on veut. Donc si on la veut longue comme ça, on peut. Si on la veut la garder courte, on peut. En forge, en fait, il s'agit juste de choisir un morceau de départ et après de l'étirer, de l'affiner, de lui donner une forme. Donc on n'enlève rien, on ne soude rien par-dessus. Vraiment, le morceau de départ que vous avez vu là, il sera tel quel, on va le modifier, mais on aura la même masse. On peut aussi travailler de l'acier ressort. Donc c'est ce qu'il y a là. Alors on se fournit chez les garages, dans les semi-remorques. Les garages poids lourds en général, ils en ont pas mal. Voilà. Donc là, notre futur manche est prêt. Et l'idée, donc, c'est d'arriver à ça. Et d'en arriver à quelque chose comme ça. Donc, en plus gros, bien sûr. Donc maintenant, on va rouler ce triangle. Et en faire. Ça dépend des étapes. Il y a des étapes où il faut que ce soit un peu plus chaud, des étapes où c'est pas la peine. Parce que bon, là, vous voyez, ça a l'air mou, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. C'est un cuisinier, il me commande une feuille de boucher. Voilà, une feuille de boucher, c'est ça. Mais ils veulent un certain poids, ils veulent certaines dimensions. Donc ça, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas trouver. Parce que là, on a quand même une masse qui fait 2,5 kg là. Et à 900 degrés. Donc bon, il ne s'agit pas de la lâcher. Voilà, là, c'est le moment magique où donc on a transformé notre rectangle en triangle et notre triangle en tube. Et pour finalement faire un manche. Les outils que j'aime faire, eh bien à peu près tous, enfin
tout ce que je sais faire parce qu'en fait je débute, donc à chaque fois j'essaye de faire un outil différent, soit un outil qui existe déjà, ou des fois aussi de les modifier, pour faire quelque chose qui me plaît mais qui a la même fonction. J'aime bien travailler des outils à bois comme des ciseaux à bois, des gouges, des herminettes, des haches. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que je préfère clairement l'outil plutôt que le couteau. Voilà. Donc l'outil peut être tranchant, etc. Mais ce n'est pas un couteau. On part de ce morceau, on le coupe à chaud avec donc un burin et un frappeur, c'est-à-dire une autre personne qui va venir taper sur le burin. Donc on a coupé ça pour former donc ce rectangle. Voilà. On a transformé, c'est-à-dire on a forgé, on a martelé ce rectangle de façon à en faire un grand triangle. Triangle qu'on a par la suite refermé sur lui-même. Et faire les moutures, etc., le tremper. Donc une fois le couteau fini, ça ressemble à ça. Donc sachant que tout cela ne sont pas à l'échelle. Voilà. C'est-à-dire que celui-là ne fait que 1 kg, par contre celui-ci fait 2,5 kg. Donc c'est pas du tout la même épaisseur en fait. Voilà. C'est pas la même chose. Donc l'idée c'est en fait d'adapter, que ce soit couteau, outil, peu importe, mais il faut adapter l'épaisseur, les moutures, la trempe, la dureté de l'acier. Il faut adapter tout ça en fonction de la future utilisation de l'outil. Voilà. Donc c'est ce que je dis aux gens, on se rase pas avec une hache. Mais on va difficilement couper du bois aussi avec un couteau de cuisine, quoi, par exemple. Donc, Si vous voulez mieux connaître ce métier, sachez que Vinlensau organise des stages de découverte. Bain, douche, vaisselle, lessive. Pour ce faire, nous utilisons de l'eau propre. Mais après, cette eau part dans nos évacuations et elle est sale, très sale. Eh bien, quelque part, cette eau est confiée à des bactéries épuratrices qui nous redonnent une eau très propre. Voyage au fond de nos évacuations des eaux usées. La station d'épuration de Florac donc, collecte les eaux usées bien sûr de Florac, mais aussi des communes environnantes, à savoir Bédoès, Cocurès, Raphaël-Prunet. Elle est prévue pour 8000 équivalents habitants et ce réseau d'eau usée passe derrière nous, arrive par l'intermédiaire d'une conduite qui passe sous le Tarnon pour se jeter dans le poste de relevage qui est sous mes pieds. Ensuite, cette même eau usée se dirige vers le local du pré-traitement où là nous allons attaquer le dégrillage, etc. des différentes opérations qui s'en suivent. Ici nous sommes dans la partie du local de pré-traitement où là nous allons commencer à dégriller les déchets qui arrivent du poste de relevage. Donc ils arrivent par l'intermédiaire de cette conduite et ensuite va passer à l'intérieur d'un tamis rotatif qui va nous enlever les gros déchets, donc à savoir des lingettes, du papier, du bois, etc. Tous les déchets qui peuvent être jetés dans le réseau assainissement. Donc cet équipement nous permet de séparer l'eau et le sable. Donc ça en fait tout simplement une vis d'Archimède qui va séparer le sable qui va se jeter dessous mes pieds et ensuite récupérer l'eau de l'autre côté pour être injecté dans la filière traitement par la suite. Donc après avoir éliminé la pollution visuelle dans la partie pré-traitement, nous allons nous attaquer dans le bassin biologique ci-dessous à la partie pollution microscopique. Donc cette pollution, c'est essentiellement une pollution azotée, carbonée et phosphatée. Pour l'éliminer, tout simplement on a injecté dans ces bassins des bactéries épuratrices qui vont nous manger cette pollution microscopique. Comment fait-on? Tout simplement, on injecte l'oxygène dans ces bassins et ces bactéries vont dépendre de cet oxygène pour survivre. Voilà. Et lorsqu'elles seront en grande difficulté, cette pollution va être mangée par ces mêmes bactéries. Donc sur ce clarificateur, un pont racleur tourne en permanence, mais avec une vitesse réduite, qui nous permet donc en fait de répartir les bouts sur l'ensemble de la surface du décanteur. Donc une dernière étape de traitement sur le bassin qui est sur ma droite. Dans ce bassin, donc, on va séparer tout ce qui est boue et eau. Donc les boues étant plus lourdes vont décanter dans le fond du bassin et la partie eau va rester en surface. Et cette même eau
va passer par l'intermédiaire du décanteur vers le milieu naturel. Donc cette eau est rejetée directement dans le milieu naturel, à savoir le Tarn ici. En période estivale, nous installons 2 systèmes d'UV qui nous permettent de traiter la pollution bactériologique, à savoir que le Tarn est équipé d'une zone de baignade en aval. Donc c'est pour ça que ce système d'UV a été installé, voilà, qui fonctionne en période estivale uniquement. Donc les boues en excédent dans le bassin de décantation doivent être évacuées. Pour cela, tout simplement, on utilise un système de déshydratation, à savoir la centrifugeuse qui est devant nous. Donc c'est le principe d'un panier à salade. Donc l'eau est séparée de la boue. Cette boue ensuite est évacuée. Particularité de la station aussi d'épuration de Florac, la mise en place depuis sa réhabilitation d'un local de dépotage. Ce local de dépotage nous permet de réceptionner les matières de vidange aussi bien de Florac mais des communes environnantes, mais aussi bien de la graisse que des matières de vidange. Donc cette station est équipée bien sûr d'un système de télégestion et notamment de surveillance sur site, donc en local, mais aussi à distance. Donc tous les équipements sont représentés sur les différents synoptiques, ce qui nous permet de visualiser en permanence le bon fonctionnement de la station d'épuration. Donc une station d'épuration bien sûr est prévue pour traiter beaucoup de déchets, mais en fait pas tous les déchets. Donc il faut un petit peu de civisme à la base, à savoir pas jeter n'importe quoi, notamment les lingettes, donc qui est un petit peu un fléau pour les stations d'épuration. Ainsi que tout ce qui est huile ou détergent en grande quantité. Voilà. Mais sinon, la station d'épuration accepte toute pollution extérieure. Elle est prévue pour ça. Voilà. Donc, il est bon de prendre quelques précautions. Voilà, cette édition est terminée. Je vous donne rendez-vous dans un mois, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien.